peu de hauteur pour penser à ce que sera le futur du mobile demain. Et pour cela, j'appelle Emmanuel Godard de Comscore qui va partager avec nous sa connaissance du marché international et notamment les usages dans des pays qui sont devenus réellement mobile first. Bonjour à tous. Eh bien, en 15 minutes, je vous propose de faire un tour du monde et de vous emmener voir quels sont les usages mobiles aux quatre coins de la planète, de voir tout particulièrement comment la France se situe par rapport aux autres pays, et puis enfin de tenter de voir quelles sont les tendances qui se dessinent et qui nous permettent de pouvoir envisager quel pourra être le futur du mobile. Alors si on commence tout d'abord par regarder... Non, on va rien voir là. Pardon. Attendez, excusez-moi pour... Ah, voilà. Si on commence tout d'abord par regarder quel temps les mobinautes consacrent à leur mobile, on voit ici qu'on a quand même de très très forts écarts d'un pays à l'autre. En gros, c'est entre 1h30 par jour jusqu'à 3 heures par jour. Ce que l'on voit ici, c'est que la France, avec en moyenne 2h15 par jour par mobinaute sur son mobile, la France se situe plutôt en haut du panier et en tous les cas devant ses voisins européens. Et c'est vrai qu'en France, on peut peut-être avoir tendance à l'oublier, mais on a un coût de l'Internet mobile qui est globalement très bon marché par rapport à nos voisins européens, et ce qui explique sans aucun doute ce bon résultat. Si on regarde par exemple l'Allemagne, qui est un pays dans lequel l'Internet mobile est très cher, on voit que le temps passé par mobinaute va être nettement inférieur. Alors, nettement plus homogène... Le vert, pardon. Nettement plus homogène, maintenant, c'est la part que ces mobinautes vont passer sur leurs apps versus le web mobile. Et ce que l'on voit ici, c'est que, en gros, on a, quel que soit le pays, quasiment plus de 85% du temps qui va être passé sur les apps versus le web mobile. Et la seule différence que l'on voit ici, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui constitue un pays qui est très mature sur le mobile et dans lequel, très rapidement, les éditeurs, les retailers ont développé des sites qui étaient véritablement adaptés et pensés pour le mobile. Et on voit ici que du coup, on va avoir une part du temps consacré au web mobile qui va être supérieure aux autres pays. Et donc, c'est vrai que cette part du temps très importante qui est consacrée, qui est passée sur les apps mobiles, il s'explique sans doute aussi par le fait que l'expérience sur le web mobile, elle est actuellement jugée non satisfaisante par nombreux mobinautes. Alors ensuite, on a voulu s'intéresser à la part que représentent les mobile only dans chacun des pays. Alors par mobile only, on entend tous ceux qui se sont connectés à Internet exclusivement en utilisant un device mobile. Et ce que l'on voit, c'est qu'en gros, on a un taux moyen de 25% par pays, avec des différences très importantes d'un pays à l'autre. On a déjà certains pays dans lesquels l'accès à Internet se fait quasi exclusivement via un mobile. C'est notamment le cas, comme vous le voyez ici en Inde, 70% des internautes accèdent à Internet uniquement via un mobile. En revanche, on voit que dans la majeure des autres pays, l'accès à Internet, pour la plupart des internautes, il se fait via son mobile, mais également via un ordinateur. Et c'est le cas également sur la Chine où tout le monde connaît la place du mobile. En revanche, en Chine, on accède également à Internet via un ordinateur. Ce que l'on voit également ici, c'est que dans la plupart des pays occidentaux,
on a finalement une part des mobile only qui reste somme toute assez faible. Hein. On est à moins de 15%, on est à 8% en Angleterre, on est à 6% sur la France. Et donc on voit bien qu'ici, la très très large majorité des internautes accèdent à Internet via un mobile et via leur desktop. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si une stratégie qui est une stratégie 100% mobile peut sans doute se justifier dans certains pays, en revanche, dans la majeure partie des pays, c'est quand même tout de même une stratégie cross-device qui va être payante. Alors là encore, il y a bien entendu, on aurait des différences importantes d'un pays à l'autre. Simplement, on voit déjà se dessiner un certain nombre de catégories qui sont des catégories mobile first, c'est-à-dire qui vont être consommées en priorité sur mobile. Alors c'est le cas notamment des réseaux sociaux. En moyenne, on a 80% du temps consacré aux réseaux sociaux qui est passé à partir du mobile. Mais c'est également le cas de catégories comme le retail, comme le news. En ce qui concerne les autres catégories, on voit qu'on a une part du mobile qui est extrêmement importante. En revanche, on a, et ça c'est le cas dans la plupart des pays, un rôle de l'ordinateur et une place de l'ordinateur qui reste quand même prépondérante. Donc du coup, je reviens sur la discussion de ce matin avec notamment Air France et Louvre-Hôtel, on voit qu'on a encore sur des catégories une approche cross-device, desktop et mobile extrêmement complémentaires. Donc le desktop n'est pas mort. Alors on l'a vu il y a un instant, les mobinautes, lorsqu'ils sont sur leur mobile, ils passent quasiment tout leur temps dans des apps, plus de 80% de leur temps dans des apps. Et donc naturellement, on a voulu regarder un petit peu plus en détail ce qu'ils y faisaient. Alors tout d'abord, le premier constat, c'est que dans un univers qui est extrêmement encombré, on a en gros à peu près 2 millions d'apps sur Google Store, à peu près le même nombre sur l'Apple Store. Mais au final, dans chacun des pays, on a en gros à peine 30 apps qui arrivent à dépasser le 10% d'audience. Et eh bien, ces 30 apps, et là encore une fois, quel que soit le pays, elles vont à elles seules capter la moitié, voire dans certains cas plus de la moitié, de toute la consommation sur le mobile. Et derrière ces 30 apps, en réalité, c'est ni plus ni moins que 2 à 3 apps qui, à elles seules, vont capter 20 à 30% de toute la consommation sur le mobile. Donc on voit bien ici à quel point, et ça c'est quel que soit le pays, on est sur un marché qui est extrêmement concentré autour d'un nombre très restreint d'acteurs. Alors, si on regarde maintenant, eh bien, quels sont les types d'apps qui sont utilisés par les mobinautes. On voit ici très clairement la part extrêmement importante du social avec les réseaux sociaux, messagerie instantanée. On le voit en bleu ciel et en bleu plus clair. En revanche, ce qu'on voit aussi ici et que je trouve intéressante, c'est que d'un pays à l'autre, on a quand même de grandes diversités en termes d'usage et que finalement, la diversité des apps, du type d'app que l'on va utiliser, constitue un bon marqueur du niveau de maturité du pays sur le mobile. On voit en effet que dans certains pays, alors c'est notamment le cas en Argentine, au Brésil, également en Indonésie, en Malaisie par exemple, on voit que le mobile est exclusivement consacré au social. En revanche, dans les pays qui sont des pays qui sont plus matures sur le mobile, donc si je parle par exemple des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la Chine, bien entendu, on va avoir une part du temps consacrée au social qui va être moins importante et une part du temps beaucoup plus importante pour d'autres activités, dont le retail. Et notamment, ce que je trouve très intéressant ici, c'est la Chine extrêmement mature sur le mobile, où finalement, on voit que le social va représenter finalement une petite part de tout le temps passé sur le mobile, parce que les mobinautes, quand ils sont sur leur mobile, ils ont 1 milliard d'autres activités qu'ils vont faire. Alors, les activités notamment
notamment de shopping, mais également, on le voit dans la zone grise, ils vont passer beaucoup de temps sur tout un tas d'autres types d'apps. Et c'est vrai qu'en Chine, eh bien, on peut tout faire avec son mobile, qu'on a déjà de nombreux mobinautes qui font absolument tout à partir de leur mobile. Et on voit bien que, au moins dans les grandes villes, on a véritablement des apps qui se sont posées comme de vraies alternatives à toute la distribution de biens et de services. Alors, si on regarde ce qui se passe en France en particulier, ben, ce qui est marquant, c'est de voir la forte part du temps consacré au social, mais également la forte part du temps consacré au gaming. C'est la part du temps la plus importante par rapport aux autres pays. Et donc, avec le gaming, on a sans doute ici une catégorie qui devrait peut-être être davantage considérée encore par les annonceurs lorsqu'ils veulent toucher leurs consommateurs sur mobile. Et puis enfin, la dernière chose qui me marque ici, c'est la part du temps qui va être consacrée aux apps de news et d'information. C'est en vert clair. Vous ne le voyez pas, mais parce qu'en fait, il y a une part négligeable du temps qui va être consacré aux apps de news et d'information, alors qu'on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait véritablement d'une catégorie qui était consommée en priorité sur mobile. Et donc, ce que ça veut dire derrière, c'est que finalement, les mobinautes, ils s'informent via leur mobile. Simplement, l'information, eh bien, ils vont la consommer là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur leur réseau social, sur le Google Play, sur l'Apple Play, mais qui sont finalement assez peu nombreux à avoir un attachement suffisamment fort à une marque média pour décider d'installer l'app et de l'utiliser ensuite en priorité lorsqu'ils cherchent à s'informer. Pardon. Oh, attendez, il faut revenir en arrière. Alors, on a vu quelle était la part extrêmement importante du social dans l'activité sur le mobile. On avait envie de partager ici avec vous une initiative de Facebook. Donc Facebook, en lançant Facebook Lite, eh bien finalement a réussi à maximiser tout le reach et l'engagement de sa plateforme dans des pays dans lesquels il y avait de fortes contraintes techniques et qui constituaient un véritable frein à son utilisation. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Facebook Lite, en fait Facebook Lite, c'est comme son nom l'indique, une version plus légère de l'app qui marche particulièrement sur des smartphones Android qui sont à faible puissance ou lorsqu'on a une connexion Internet qui est limitée. Et on voit que dans un certain nombre de pays, c'est notamment le cas en Argentine, c'est également le cas en Inde, dans d'autres pays, je crois, non peut-être pas en Malaisie, mais en Inde, en Argentine notamment, où on voit que finalement, la part de la consommation de Facebook Lite va représenter en gros entre 25 à 35% de toute la consommation de Facebook. Alors, on ne va peut-être pas parler ici d'une innovation, mais en tous les cas, c'est véritablement une initiative assez smart qui a permis à Facebook de pouvoir lever des barrières à l'utilisation de sa plateforme. Alors, je pense que vous allez me dire que vous êtes très content pour Facebook, mais que vous ne voyez pas très bien l'impact que ça peut avoir pour vous. Si je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, c'est parce que chez nous aussi, il y a sans doute des solutions qui permettent de lever des barrières à l'utilisation de vos services, sachant que sur le mobile, une des principales barrières, c'est véritablement l'expérience utilisateur. Et je pense ici, on n'en a pas tellement parlé pendant la journée, mais je pense ici notamment aux Progressive Web Apps. Donc les Progressive Web Apps, c'est quoi? C'est une solution qui est à mi-chemin finalement entre l'app et le web mobile. C'est une solution qui a été initiée par Google et qui en fait
permet de combiner le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire en proposant l'expérience immersive d'une app, tout en étant accessible via une URL avec un téléchargement limité, la possibilité de pouvoir être accessible hors connexion et sans être obligé de devoir installer une app qui en plus va prendre de la place sur son smartphone. Alors cela nous emmène à cette question qui est notamment cette question qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir quel futur pour le mobile. Ce que l'on peut dire et ce que l'on a vu, c'est que finalement au cours de ces dernières années, et notamment depuis le lancement très clairement de l'iPhone, on a des apps qui progressivement se sont imposées comme des nouvelles portes d'entrée sur le digital. Maintenant, la question que l'on peut raisonnablement se poser, c'est pour combien de temps ? Comme on l'a vu, on est sur un marché qui continue à être extrêmement concentré, avec un nombre très restreint d'acteurs. Dans tous les pays dans lesquels on a maintenant des panels mobiles depuis quelques temps, et ce qui nous permet de pouvoir regarder l'évolution de la consommation, on se rend compte que la part de la consommation sur les apps par rapport à l'ensemble de la consommation sur le digital, elle tend à se stabiliser et qu'on est en train, dans de nombreux pays, d'atteindre un palier. Et puis enfin, quand on regarde les résultats d'une enquête internationale que l'on réalise, qui s'appelle Mobilens, au travers de cette enquête, on voit que l'on a maintenant plus de la moitié des mobinautes qui déclarent n'avoir téléchargé aucune nouvelle app au cours du dernier mois sur leur smartphone, sachant qu'en France, on est à 80% des mobinautes qui déclarent n'avoir téléchargé aucune app sur leur smartphone au cours du mois. Donc, on sent bien ici qu'on est en train d'arriver sur un marché qui devient un marché à maturité. Et parallèlement à ça, et on en a très longuement parlé pendant la journée, on a tous les grands acteurs, les GAFA pour ne pas les citer, qui sont en train de prendre une nouvelle direction vers les assistants personnels, ces assistants vocaux, qui vont vous permettre demain de pouvoir trouver l'information, le contenu que vous recherchez, sans même avoir finalement à ouvrir une app. Alors, ces assistants vocaux et qui sont amenés à avoir une très forte croissance sur le mobile, ils se déclinent aussi sur d'autres objets, sur des objets connectés, notamment au travers des enceintes intelligentes. Et ces enceintes intelligentes, on est en train de voir qu'aux États-Unis, elles sont en train de réaliser une véritable percée. Quand on regarde ici les résultats de cette enquête, c'est une enquête très très récente sur l'équipement des foyers qui a été réalisée aux États-Unis. On voit sur la partie orange qu'on a déjà dans les foyers américains près d'un foyer sur 4 qui est équipé en objets connectés. Et le premier objet connecté en termes d'équipement, devant la montre connectée, ce sont déjà les enceintes intelligentes, avec plus d'un foyer sur 10 aux États-Unis qui est déjà équipé avec des enceintes intelligentes. Et là, je pense qu'on a tous hâte d'attendre la prochaine vague qui viendra après Noël, parce que je pense que là, dans les mois et dans l'année qui va venir, on va augmenter encore de façon très, très significative. Alors, quand on demande à ces foyers équipés d'enceintes intelligentes la manière dont ils l'utilisent, on voit que la première utilisation, c'est de leur poser des questions d'ordre général. Enfin, dès qu'on se pose une question sur tout et n'importe quoi, le réflexe, c'est de se tourner vers son enceinte intelligente. La deuxième utilisation, c'est de s'informer. S'informer sur le temps qu'il va faire, de s'informer sur l'actualité. La troisième, c'est de se divertir. Et on a des enceintes intelligentes qui vont sans doute bientôt remplacer la radio et puis notre desktop, notre smartphone pour écouter de la musique, en tout cas chez soi.
Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que pour une partie non négligeable des foyers connectés, eh bien, elles vont être utilisées déjà pour réaliser un achat. On est à plus de 11% qui déclarent les avoir utilisés pour réaliser un achat. Je vois avec le zéro que mon temps est imparti. Donc, s'il y avait en gros trois choses que j'aimerais que vous puissiez retenir de cette présentation. La première, c'est que, comme on l'a vu, la transition vers le mobile, elle est maintenant très, très clairement amorcée dans l'ensemble des pays. En revanche, on a de très, très fortes disparités, pas seulement d'un continent à l'autre, mais également à l'intérieur d'un même continent, d'un pays à l'autre. Et donc, du coup, une stratégie mobile qui serait une stratégie régionale serait un non-sens. On est vraiment sur des stratégies qui doivent être des stratégies locales. La deuxième chose que l'on a vue, c'est que la majeure partie des internautes accèdent à Internet via leur mobile et également leur desktop. Donc, on est vraiment sur un accès qui est un accès multiplateforme au digital. Et avec le développement des enceintes intelligentes, on va être plus que jamais cross-device, d'où tout l'enjeu pour les marques véritablement d'être présentes sur l'ensemble de ces devices. Et on voit toutes les belles initiatives qui sont en train déjà de se lancer sur le marché français, notamment avec Monoprix qui est venu nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis enfin, le dernier point, eh bien, ce sont les assistants personnels vocaux qui vont sans aucun doute devenir les futures portes d'entrée sur le digital, avec toute l'opportunité qu'ils peuvent représenter pour les marques de pouvoir être au plus près de leurs consommateurs et puis de pouvoir également leur proposer toujours plus de services. En revanche, il est vrai aussi que le développement de ces assistants personnels va sans aucun doute renforcer encore le rôle prépondérant des GAFA sur notre environnement. Voilà, j'en ai fini et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question.